Un zoom spécial sur la théorie du genre avec Esther Pivet. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes polytechnicienne, vous avez été directrice dans l'administration en tant qu'ingénieure pendant 22 ans et vous êtes aujourd'hui coordinatrice du collectif Vigigender qui assure un travail d'information auprès des parents et des enseignants sur la diffusion de cette fameuse théorie du genre à l'école. Et vous signez donc cet ouvrage Enquête sur la théorie du genre, comment les idéologues règnent encore sur l'école de nos enfants. C'est chez Artege. Esther Pivet, avant d'entrer dans le détail de votre ouvrage, est-ce que vous pouvez nous dire ce que recouvre cette théorie du genre ? Alors la théorie du genre est une théorie qui affirme que l'identité sexuelle masculine ou féminine ne serait qu'une construction sociale, c'est-à-dire que c'est notre éducation, la culture, tout ce que nous avons reçu qui nous aurait fait homme ou femme et que le corps sexué n'aurait aucune influence sur nos comportements, nos choix de vie, nos centres d'intérêt. Le corps sexué, c'est le corps biologique. Sexué, le corps biologique n'aurait aucune influence sur notre vie, en fait. C'est juste un instrument pour vivre, bien sûr, et puis surtout une source de plaisir. Et donc, les théoriciens du genre affirment même que ces différences entre les hommes et les femmes, finalement, ont été donc construites pour asservir les femmes, en fait, et les minorités sexuelles. Et donc, les théoriciens du genre qui vont s'emparer, les lobbies qui vont s'emparer finalement de cette théorie du genre, ce sont d'une part les féministes radicales, qui vont s'appuyer sur cette théorie pour faire en sorte, par des lois notamment, que les différences entre l'homme et la femme dans la société soient estompées dans les rôles, dans les métiers, dans les fonctions, etc. Et puis, l'autre lobby, ce sont les associations LGBT qui vont s'appuyer sur cette théorie du genre donc qui dit que le corps sexué n'est rien, pour mettre en place une société finalement où il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes et où deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme, c'est la même chose. Alors, cette polémique sur la théorie du genre a fait irruption dans l'actualité à l'automne 2013 avec cette proposition du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, d'expérimenter cet ouvrage qui s'appelait l'ABCD de l'égalité. 6 ans après, l'État, le chef de l'État a changé, le gouvernement a changé. Est-ce que c'est pas un peu démodé de s'occuper encore un petit peu de cette théorie du genre et de publier un ouvrage sur le sujet ? Alors effectivement, comme l'ABCD de l'égalité avait été à l'époque, grâce au soulèvement de parents et d'enseignants abandonnés par le ministère de l'Éducation nationale, en fait, les médias ne s'en sont plus emparés. Et du coup, tout le monde a cru que, il n'y avait plus de théorie du genre à l'école. Mais en fait, c'est complètement faux. L'ABCD de l'égalité a été transformé pour être plutôt généralisé dans un plan égalité à l'école, égalité filles-garçons. Et en fait, cette théorie du genre est dans toutes les matières et se diffuse par différents moyens qu'on verra tout à l'heure. Et en fait, elle est extrêmement présente. Et en fait, la vigilance des parents, mais c'est pas leur faute, parce qu'on fait confiance à l'école. On met ce qu'il y en a de plus précieux, on le confie à l'école et on fait confiance. Eh bien, certains idéologues qui sont présents à l'Éducation nationale et certains aussi parmi les professeurs, évidemment, heureusement, pas tous les professeurs, vont diffuser cette idéologie de manière soit carrément explicite, c'est vraiment très explicite dans certains manuels scolaires par exemple, ou de manière très sournoise. Et en fait, comme effectivement les médias n'en parlent plus, ça ne fait plus polémique, et donc on pense que tout va bien. Et donc les parents relâchent leur vigilance, et en fait elle se diffuse mais à une vitesse inimaginable. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. Depuis 2013, cette diffusion Même c'est depuis 2010, puisque ça a commencé en SVT en première, puis en sciences économiques et sociales aussi dans toutes les secondes. Donc déjà sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, et ça s'est poursuivi avec Najat Vallaud-Belkacem, en fait, ça vraiment, sous François Hollande. Avec finalement l'adoption de la loi Taubira, en fait, la loi Taubira a fait que la porte, si vous voulez, de la société du genre s'est grande ouverte. Et en fait, le mariage pour tous. Voilà. Ouais. Et la vague de cette théorie du genre, théorie sur laquelle est fondée l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe, puisque pour cette théorie, un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, c'est pareil. Un père et une mère, ou deux hommes qui élèvent un enfant, ou deux femmes qui élèvent un enfant, c'est pareil. Et donc cette loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe a ouvert la porte à la vague de la théorie du genre, et qui vraiment maintenant déferle sur notre société. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre en donnant des exemples concrets.
Alors, ça date donc de 2010, cette diffusion. Je voulais vous poser cette question tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne dessus. En fait, d'où viennent ces origines à cette théorie du genre? Est-ce que vous pouvez nous dater un petit peu les origines de cette théorie? Alors c'est très complexe, mais juste pour faire très simple, la théorie est née notamment aux États-Unis avec John Money et puis Kinsey. Et en fait, est arrivé aussi en France à peu près au même moment. Et une des égéries de la théorie du genre, c'était Judith Butler. Puis après, il y a eu différents penseurs français. Voilà, mais en fait, il faut prendre conscience que les lobbyistes maintenant de cette théorie du genre sont présents absolument partout et dans les instances mondiales, européennes. Et en particulier, le genre a été introduit pour la première fois, la notion de genre, à la 4e conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, puisqu'avant on parlait de l'égalité entre hommes et femmes, mais en 1995, c'est le mot genre qui s'est substitué au mot sexe, en fait. Et quand vous dites le mot genre, en fait, vous pouvez mettre n'importe quoi derrière, en fait, puisque le mot genre, on a bien compris que ça n'a rien à voir avec le corps sexué. Donc on peut être ce qu'on veut, en fait, homme, femme ou autre, voilà. Vous avez évoqué, là, il y a à l'instant, ce professeur Kinsey. Je voulais rappeler à nos téléspectateurs, nous avons réalisé l'interview de Judith Reisman qui, justement, remettait en cause les études de ce professeur qui a fini dans de tristes circonstances. J'invite nos téléspectateurs un peu à se renseigner sur qui était ce professeur Kinsey, sur son institut. Je voyais sur France 5 l'autre jour une jeune chroniqueuse énoncer comme ça, un peu à l'emporte-pièce, des théories de l'Institut Kinsey. Je pense qu'elle ne savait pas trop de ils ont fait des expériences atroces sur les enfants. Et John Money aussi, qui a voulu transformer un garçon dont l'excision avait raté en petite fille, en disant à ses parents, mais si vous l'éduquez comme une fille, il n'y aura pas de problème. Et en fait, il a absolument menti. La jeune fille ensuite a voulu, quand elle a appris qu'elle était en fait un garçon, elle a voulu redevenir garçon. Il s'est suicidé à 40 ans, il a raconté son histoire. Et en fait, il a menti en disant que l'expérience avait marché. Et c'est à partir de cette expérience et de ce mensonge que tout s'est développé. Et en fait, et qu'on fait croire, et maintenant encore, et vous avez des séries télévisées qui arrivent maintenant, on fait voir des jeunes qui subissent une réattribution sexuelle. Et on fait croire aux jeunes aujourd'hui, surtout quand ils vont pas bien à l'adolescence, finalement, si ça se trouve, t'es pas du bon sexe. Si tu changeais de sexe, t'irais mieux. Alors Esther Pivet, de nombreuses personnes se sont déjà intéressées, se sont déjà penchées sur ce sujet de la théorie du genre. Quelle est votre expérience en la matière? Alors, je dirais que ce que je porte avec mon expérience, pendant 5 ans, j'ai analysé énormément de ressources de l'éducation nationale, beaucoup de manuels scolaires, vraiment tout ce qui sortait, les spectacles. J'ai eu beaucoup de témoignages de parents, de professeurs. Donc moi, je n'ai que des exemples concrets. Ça fait 5 ans que je suis factuelle. Je dis, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Après, je ne vous dis pas, vous devez penser que c'est bien ou c'est mal. C'est à vous de voir, en tant que parent, en tant qu'enseignant, si vous estimez que c'est bon pour l'enfant. Mais voilà, je vous cite tel et tel ouvrage, tel et tel spectacle. Et donc, ma plus-value, c'est que je cite vraiment des exemples concrets. Et d'ailleurs, outre la publication de votre ouvrage dont je remonte la couverture, vous aviez déjà réalisé ce petit carnet. Je pense que vous pouvez montrer la couverture à nos téléspectateurs avec cette caméra-là. Je pense que ça pourra intéresser les gens de voir ce qui se passe. Ce livret est téléchargeable sur le site de Vigigender. Donc vous avez vraiment rassemblé tout ce qui est de concret sur cette théorie, des documents à l'appui. Et justement, j'aimerais qu'on parle de cette diffusion qui, dites-vous, profite d'une publicité à l'échelle internationale via des organisations comme l'ONU, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé ou encore les instances européennes. Est-ce que vous avez des preuves, des textes, des actions engagées en ce sens ? Alors, il y a énormément, tous les textes en fait sont imprégnés de genre dans toutes les instances mondiales et européennes. Je vais juste en citer un, c'est la résolution Rodrigue qui a été adoptée par le Parlement européen, la Commission européenne, le 9 septembre 2015. Et cette commission dit que, considérant que les stéréotypes liés au genre attribuent des rôles différents, prédéfinis et limités aux femmes et aux hommes, et que ces rôles sont déterminés par une multitude de variables sociales et diffusés ou reproduits par les parents, le système éducatif et les médias, le Parlement européen demande
aux États membres de diffuser des lignes directrices aux écoles pour englober la perspective de genre et l'égalité entre les hommes et les femmes, à la Commission de soutenir l'inclusion des questions LGBTI dans les programmes scolaires. Et en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui à l'école en termes de diffusion de cette théorie du genre, en fait, est porté, initié, en fait, au niveau européen. Voilà. Alors justement, vous appliquez dans votre ouvrage à nous démontrer tous les exemples que vous avez trouvés, un petit peu les exemples factuels de diffusion à l'école. Est-ce que vous avez 2-3 exemples à nous montrer concrets à l'école de ce qui se passe dans des manuels scolaires? Alors, oui, je vais vous donner 3 exemples. Alors, ça ne se diffuse pas que dans les manuels scolaires, mais beaucoup de manuels scolaires donc en SVT, en sciences économiques et sociales en seconde, et depuis 2 ans, en enseignement moral et civique. J'invite vraiment les parents à aller voir ces manuels. Pour ce qui concerne l'égalité filles-garçons, c'est absolument édifiant. Dès la 5e, on leur parle du genre. On leur parle du genre comme étant complètement dissocié du sexe. On leur parle de l'orientation sexuelle comme étant complètement dissociée du sexe. Et donc, c'est vraiment un enseignement explicite de la théorie du genre dès la 5e. Mais je voudrais parler de 3 autres exemples, à part les manuels scolaires. C'est un concours qui s'appelle l'IREGO, qui était organisé chaque année depuis 10 ans en Île-de-France. 200 classes participent. Le but de ce concours, c'est que les enfants, c'est en CE1. Donc c'est les enfants CPCE1, donc vous voyez 6 ans, 7 ans. Et on demande aux enfants d'écrire un livre non sexiste, ce qu'ils appellent non sexiste, c'est-à-dire un livre qui inverse ce qu'on appelle les stéréotypes sexués, c'est-à-dire les traits généralement constatés chez les hommes et les femmes. C'est ça les stéréotypes sexués, c'est juste la réalité dans laquelle nous vivons. Eh bien, ils vont les inverser. Par exemple, cette année, parmi les livres sélectionnés, eh bien, il y en a un qui s'appelle « Les jupes, c'est pour tout le monde ». C'est l'histoire d'un garçon qui veut mettre des jupes et qui entraîne tous les garçons de l'école à adopter cette nouvelle tenue. Autre exemple, sélectionné encore cette année, Sacha et Camille, écrit par une classe de CPCE1. Je lis juste la première strophe. Sacha est une fille, elle adore jouer aux billes, mais elle déteste les poupées que sa maman a achetées. D'ailleurs, Sacha ne veut pas d'enfant, elle ne trouve pas cela intéressant. Elle voudrait être militaire comme son père et son frère. Et là, vous avez dans cette strophe, j'allais dire, le résumé de ce qu'on met dans la tête des enfants. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre des valeurs féminines, et en particulier la maternité, est dévalué. Tout petit, on leur met dans la tête, parce que là, c'est pas eux qui ont écrit ça. C'est évident que le professeur les a incités, invités à écrire ça. C'est pas un enfant de 6-7 ans qui se dit « Oh là là, je déteste les poupées, d'ailleurs, elle veut pas d'enfant ». Vous vous rendez compte la violence du terme? Ça veut dire que elle, c'est horrible, sa naissance est horrible en fait. Hein, voilà. Et tout ce qui est valorisé, c'est les valeurs masculines. Elle voudrait être militaire comme son père et son frère. Je dis pas qu'il faut pas que les femmes soient militaires. Je dis simplement que les petites filles, on les éduque finalement à être des hommes comme les autres. Voilà. Et les seules valeurs souhaitables, c'est le pouvoir, la décision, la carrière, etc. Et toutes les valeurs féminines d'empathie, d'intériorité, de vulnérabilité aussi, d'intimité, et bien tout cela, c'est... voilà. Donc, tout le soin, notamment lié aux poupées, etc., pour eux, c'est complètement dévalorisé, en fait. Et c'est ça qu'on met dans la tête des enfants. Donc, vous voyez cette inversion des stéréotypes. Donc, ça, c'est un premier exemple. Et cette inversion des stéréotypes, elle est énormément présente dans les livres de lecture qu'on fait lire aux enfants à l'école. Autre exemple sont les spectacles. Alors là, j'invite vraiment les parents à être extrêmement vigilants sur les spectacles qui, depuis 2013, les spectacles pour enfants qui sont développés et qui sont montrés à voir aux enfants dans le cadre scolaire se développent comme des champignons. Je ne vais pas tous les citer tellement il y en a. Tout ça est dans mon livre, mais je voudrais juste vous citer l'exemple du spectacle qui s'appelle « Mon frère, ma princesse », qui est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui veut tout simplement devenir une fille. Et voilà ce qu'il dit. « La nature, elle s'est trompée. Je le sais bien, elle s'est trompée. J'ai pas su me concentrer, alors elle a mis dessus moi des morceaux qui ne sont pas à moi. Mamie Loupiote dit que ça s'arrangera, mais je sais bien que non, j'aime pas être un garçon. Je veux pas être un garçon. Je veux pas fâcher papa, mais je crois qu'on peut revenir en arrière et me refaire autrement. Donner à quelqu'un ce qui n'est pas à moi. Le zizon, c'est pas à moi. Ça pend, c'est mou, on dirait un ver de terre. La nature, elle s'est trompée. Je veux être comme Nina, ma sœur. » Voilà, cette pièce a été déjà dans 100 villes de France et elle est montrée à des enfants dès 8 ans.
c'est pas ça qui va apporter une solution pour les rares enfants qui effectivement ont un trouble dans leur identité, qui généralement disparaît après la puberté. Il faut savoir que 98% des garçons, après la puberté, qui avaient un trouble dans leur identité, eh bien, acceptent leur sexe biologique après la puberté. Et 88% des filles. Donc, c'est pas une solution pour ces enfants-là. Et puis, quelle violence faite aux enfants qui ne se posent pas de questions. Ouais. Comment vont-ils sortir de ce spectacle ? Finalement, si ça se trouve, je ne suis pas un garçon ou je ne suis pas une fille. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment une intrusion. Ils vont se poser des questions qui ne se posent absolument pas à leur âge. Mais absolument pas. Voilà. Et ils ont besoin, au contraire, de se structurer et d'avoir des référents masculins et féminins. Et donc, si on brouille tout dans leur tête, et qu'en plus on leur dit, finalement, tu n'es pas sûr d'être un garçon. Et j'ai des exemples, je cite dans mon livre, de témoignages d'enfants qui rentrent de l'école et qui demandent à leur mère, au bout de 5 jours, « Maman, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon ?» Qu'est-ce qu'on leur a dit à l'école pour qu'ils pensent ça ? Et enfin, je citerai un dernier exemple sur l'école, mais il y en a énormément, c'est l'éducation à la sexualité. Et là aussi, j'invite vraiment les parents à être extrêmement vigilants, puisqu'il faut savoir que depuis 2016, l'éducation à la sexualité a changé complètement de paradigme sous l'impulsion du Haut Conseil à l'égalité pour les femmes et les hommes. Et je cite juste ce Haut Conseil qui dit dans le rapport Éducation à la sexualité qu'il faut transmettre aux enfants et adolescents une vision globale, égalitaire et positive de la sexualité. Pour cela, il convient de construire une éducation à la sexualité où se déconstruisent les stéréotypes et les rôles traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes. Il s'agit d'ouvrir le champ des possibles en termes de comportement et de désir pour les générations futures. Et donc, en fait, l'éducation à la sexualité, depuis 2016 à l'école, en tout cas telle que voulue par l'éducation nationale, heureusement pas transmise comme cela dans toutes les écoles, mais dans certaines absolument. C'est-à-dire c'est une éducation pour jouir, une éducation à jouir. Et comme disent certains médecins que je cite, on est revenu à la barbarie en fait. Alors qu'une éducation, normalement, elle est là pour apprendre à l'enfant à maîtriser ses pulsions qui sont belles, et à les orienter vers le don de son être, en fait. Et en fait, on dissocie complètement la sexualité de l'affectivité, de l'amour. On ne leur parle jamais d'amour. Et si vous voulez, la sexualité est réduite à, j'allais dire, une partie de tennis. En fait, vous choisissez votre partenaire, vous voyez si vous êtes à peu près à égalité, même niveau, et puis voilà, puis vous prenez du plaisir. C'est absolument ça, l'éducation à la sexualité que vous transmettez l'éducation nationale. La diffusion de cette théorie du genre, Esther Pivet, elle est quand même assez récente. Donc, au final, quel risque ma question, mais vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut savoir que ça va être dangereux alors qu'en fait, on n'a aucun recul sur cette théorie, quoi. On n'a pas vraiment eu de personnes qui ont grandi en ayant eu cette diffusion à l'école, quoi. Là, il faut tout simplement écouter les rares médecins qui osent prendre la parole sur ce sujet, et en particulier des psychologues pédopsychiatres que je cite dans mon livre. Ils se sont constitués, ça s'appelle le réseau des professionnels pour l'enfance. Et ils ont écrit des livres, ils ont fait un site extrêmement fourni et ils donnent des exemples d'enfants qui voient et des conséquences de ce brouillage des stéréotypes. Voilà. Mais les conséquences, c'est un mal-être de l'enfant en fait, parce que l'enfant petit, il a besoin de repères pour se construire. Si petit, il n'a pas ce repère du masculin et du féminin, eh bien, il ne peut pas se construire. Bien sûr que nous sommes non seulement nous sommes innés, mais nous sommes acquis, nous sommes nature et culture. Mais la culture se développe sur la matrice de la différence sexuelle. Et si la culture, c'est ce que nous apprenons aux enfants, est complètement déconnectée de leur corps sexué, de leur nature sexuée, eh bien, il va y avoir un impact psychologique évident, en fait, un mal-être. Et ça, les professionnels de l'enfance en parlent très très bien. Et vous voyez beaucoup de jeunes adolescents aujourd'hui qui sont complètement perdus parce que on leur dit, en gros, je fais simple, toute la société leur dit dans tous les messages qu'ils entendent, ton corps sexué n'a aucun sens, sois ce que tu veux, fais ce que tu veux de ton corps, c'est là que tu seras bien, etc. Mais ils sont désespérés. En plus, ils vont d'expérience sexuelle en expérience sexuelle, puisqu'on leur dit que c'est formidable. Et en fait, ils se dégoûtent eux-mêmes à la fin, si vous voulez. Donc, ils n'ont plus d'identité immuable, l'identité que chacun reçoit par son corps sexué. Il y a vraiment un mal-être profond que ressentent les enfants. Et qui peut conduire au suicide, comme vous le disiez tout à l'heure, avec ce jeune garçon qui a été le cobaye de Monet. Mais bien sûr qu'il peut conduire au suicide. Et on n'est pas au bout de voir des désastres comme ça. Et notamment aussi,
puisque toute la culture infuse cette idée que finalement on peut changer de sexe entre guillemets, puisque c'est un changement de sexe anatomique, alors toutes nos cellules de notre corps sont sexuées, on ne peut pas les changer. Et donc on fait croire aux jeunes qu'ils vont pouvoir changer de sexe et que ça sera formidable. Ça devient presque à la mode dans certains pays, pas encore en France heureusement, mais je cite des exemples. Une jeune fille de 4e, il y a 2-3 ans, qui a dit le dernier jour de l'école, devant toute la classe, eh bien voilà, au retour à la rentrée, je reviendrai en garçon, je vais me faire opérer. Vous vous rendez compte le choc pour les enfants, et puis quand elle est arrivée, je ne sais plus comment on dit, alors qu'elle n'avait aucune ambiguïté sexuelle. Simplement, cette jeune fille était mal dans sa peau, et avec tout ce qu'elle entend... Elle a cru que c'est en faisant comme ça voilà, que ça irait tout ce mieux. qu'elle entend, voilà. Et sur Internet, on peut trouver toutes les informations possibles pour subir une réattribution sexuelle. Eh bien... Enfin, c'est dramatique en fait, dramatique. Et quand elle se rendra compte qu'après la puberté, que c'était une erreur, voilà, c'est trop tard. Donc, et puis cette diffusion de la théorie du genre aussi va finalement augmenter la lutte des sexes. On n'arrête pas de nous dire pour qu'il y ait moins de violence à l'égard des jeunes filles et des femmes, il faut absolument que travailler à cette égalité garçon-fille. Mais comme l'égalité garçon-fille à laquelle il travaille avec cette théorie du genre, c'est une indifférenciation en fait, en supprimant tous les stéréotypes sexués, quand vous indifférenciez les garçons et les filles, qu'est-ce qui se passe? Le garçon, il ne veut pas être comme une fille. Donc qu'est-ce qu'il va faire pour se sentir garçon? Il va se raccrocher à la seule chose qui lui reste, c'est son corps sexué. Et donc il va exacerber ses atours masculins, c'est-à-dire sa force musculaire, et ça va être de manière déviante, dans la violence, dans les jeux vidéo violents, et puis bien sûr dans la pornographie. Voilà, au lieu d'utiliser sa force pour protéger la jeune fille, pour protéger la femme, non, ça c'est un stéréotype complètement éculé, c'est atroce. Donc, mais il a besoin d'utiliser cette force. À quoi elle me sert cette force? À quoi mon corps me sert-il, etc. Eh bien, donc il va développer cette force de manière déviante. Et la jeune fille, pareil, elle veut pas être comme un garçon, mais on lui dit que tout est pareil. Donc, elle va se raccrocher à son corps sexué, ses atours féminins. Elle va, de plus en plus, les jeunes filles vont devenir très féminines, mais peut-être provocantes malgré elles, en se maquillant de plus en plus jeunes, en étant de plus en plus avec des habits qui sont légèrement provoquants. Pourquoi? C'est pas pour provoquer, c'est pour se sentir femme. Voilà. Et quand vous mettez les deux ensemble, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ce cocktail, ça fait qu'il va y avoir une augmentation des violences à l'égard des jeunes filles et des femmes, en fait. Donc, plus on veut effacer la différence sexuelle, en fait, en luttant contre les stéréotypes sexués, plus les violences à l'égard des jeunes filles et des femmes vont augmenter. Et en fait, c'est dramatique parce qu'on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour diminuer ces violences à l'égard des jeunes filles et des femmes. Esther Pivet, pourquoi les promoteurs de cette théorie du genre, au final, veulent diffuser cette théorie? C'est quoi leur objectif final? Alors, c'est une question très délicate, parce que on voit bien que cette théorie qui est fondée sur un postulat totalement absurde, voilà, de dire que notre corps sexué n'a aucune influence, c'est difficile de voir quelles sont leurs motivations. Simplement, on peut dire l'orgueil de certains, l'orgueil de l'homme finalement qui veut se faire tout seul. Mais au-delà de ça, si on prend les objectifs de ceux qui se sont emparés de cette théorie, donc les féministes radicales et les associations LGBT, les féministes radicales, c'est simple, leur objectif c'est de prendre le pouvoir. Voilà, c'est que les femmes prennent le pouvoir dans la société. Donc les femmes sont partout aujourd'hui, et c'est une femme qui le dit, je suis tout à fait à l'aise pour dire ça, et l'homme ne peut plus prendre sa place. L'homme ne sait plus comment prendre sa place. Et c'est dramatique en fait, et on augmente la lutte des sexes. Voilà, donc c'est prendre le pouvoir. Et pour les associations LGBT, eh bien le but c'est de faire une société finalement asexuée, où toutes les compositions familiales sont équivalentes autour d'un marché de l'enfant. On peut déjà acheter son enfant sur Internet, voilà, avec telle et telle caractéristique. Donc grâce à ce qui sera, si c'est adopté, la PMA et la GPA pour tous. Vous proposez, Esther Pivet, dans votre ouvrage, plusieurs techniques pour échapper à la diffusion de cette théorie du genre. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Alors, d'abord, de manière très simple, ne jamais employer le mot « genre ». Il n'existe pas en français,
pour déterminer les hommes et les femmes. Il existe juste dans la grammaire française. Donc la commission même de terminologie a donné son avis en 2005 en disant il n'est pas nécessaire d'utiliser ce terme en français. Donc parlons des différences entre les hommes et les femmes, des différences sexuées, mais pas des différences de genre, premièrement. Deuxièmement, lutter contre l'écriture inclusive. Même si le Conseil d'État là, vient de dire qu'effectivement l'écriture inclusive était à bannir dans les documents officiels, il y a encore dans certaines administrations, et je suis sûre que ça va continuer, des gens qui l'utilisent, et même dans les entreprises. Donc dire non, voilà, s'opposer à cela. Ensuite, à l'école en particulier, ou dans les entreprises, mais je vais rester sur l'école, que les parents se regroupent pour dire ensemble, nous ne sommes pas d'accord avec tel enseignement, tel spectacle, nous retirons notre enfant de l'école parce que nous sommes les premiers éducateurs de nos enfants. Mais il faut le dire avec bienveillance, on n'est pas là contre l'école. Et beaucoup de professeurs diffusent cette théorie parce qu'ils ne sont pas au courant. Et ils pensent bien faire, parce qu'elle se diffuse sous les atours très attrayants de l'égalité garçon-fille et de la lutte contre l'homophobie. Et donc quand on n'est pas averti, on pense bien faire en luttant contre les stéréotypes sexuels. Alors, il y a certains stéréotypes contre lesquels il faut lutter. Ça, c'est... Il n'y a pas de... Évidemment que les jeunes filles, les petites filles peuvent jouer aux voitures et que les garçons peuvent jouer aux poupées. C'est pas ça le sujet, vous voyez. Mais bon... et du coup, voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Et donc ça, c'était à l'école, se regrouper pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais toujours avec bienveillance. Et enfin, ce qui nous fera sortir de cette théorie du genre, qui est une théorie idéologique et qui, comme toute idéologie, s'écroulera un jour. Voilà. Simplement, elle aura fait des ravages sur les enfants, sur les jeunes et sur l'homme et la femme, sur la société tout entière, sur l'homme en fait. Eh bien, pour s'en sortir, nous sommes invités chacun à avoir une réflexion profonde, personnelle, sur notre identité. Quelle est mon identité d'homme, de femme? Que me dit mon corps sexué? Voilà. Quelles sont mes aspirations profondes? Qu'on arrête d'écouter tous les messages, les injonctions de la société qui nous dit une femme, il faut qu'elle fasse ceci, il faut qu'elle fasse cela. Que les femmes écoutent leur corps, écoutent leurs aspirations profondes, écoutent leur désir de maternité qui est en elles. Parce que le fait que la femme ait cette capacité à accueillir la vie en elle, ça structure tout son être, en fait. C'est pas juste un truc à part, un petit mollet, on fait un enfant, et puis après c'est terminé. Ça structure toute sa vision de la vie, en fait. Et donc, si elle met ça de côté, eh bien, elle est mal à l'aise, en fait. Et les femmes, de plus en plus, sont tiraillées parce que elles sont des hommes comme les autres, en fait, de plus en plus. Donc, qu'on écoute chacune et chacun, les hommes, qu'ils écoutent aussi au fond d'eux leurs aspirations profondes. Malheureusement, les hommes aujourd'hui, leurs aspirations profondes, enfin, je le répète, mais ils ne peuvent plus agir vraiment en tant qu'homme. Un homme qui tient la porte à une femme, qui fait un compliment, ça y est, il est traité de sexiste, quoi. Mais c'est insupportable. Voilà. Apprenons aux jeunes filles à laisser porter leur bagage par des garçons, etc. Qu'on puisse chacun prendre notre place, mais sinon, on va se bouffer les uns les autres, quoi. Et puis on est dans un mal-être généralisé, finalement, puisqu'on ne peut plus être. Parce qu'en fait, la personne humaine se réalise dans le don d'elle-même. Et donc, si ma féminité, je ne peux plus l'exprimer pour la masculinité, et si l'homme, sa masculinité, il ne peut plus l'exprimer pour la féminité, mais on s'étiole, on meurt en fait. Et donc la masculinité a besoin de la féminité. C'est le problème du don. En fait, on est dans une société qui va de plus en plus vers le profit et donc le don. On est dans une société qui prend pour soi. Voilà. Donc on a une société qui prend pour jouir, qui utilise l'autre pour soi, alors que l'homme est fait pour le don. C'est-à-dire que l'homme est fait pour la femme, la masculinité est pour la féminité est pour la masculinité. Et donc oui, évidemment, la différence sexuelle de tout temps a été difficile à comprendre, mais nous avons à travailler pour justement qu'elle soit harmonieuse. L'homme est donc fait pour le don, ça sera le mot de la fin. Esther Pivet, je rappelle le titre de votre ouvrage. J'invite évidemment tous nos téléspectateurs à se procurer cet ouvrage. C'est votre enquête sur la théorie du genre. C'est aux éditions Artege. Merci madame d'être venue sur le plateau de TV Liberté.